Parenthèse culture. Étienne Klein. Alors, pour parler de la relativité, il faut remonter à l'année 1905. C'est une année exceptionnelle, une année qu'on appelle l'année miraculeuse de la physique, à cause, ou plutôt grâce à Einstein, qui à l'époque, à 26 ans, il a pas de thèse, il a fait le Polytechnicum de Zurich, il n'a pas son bac, il a pu rentrer dans cette école parce que justement on pouvait y entrer sans son bac. Et il a été un élève moyennement assidu, mais contrairement à ce qu'on raconte souvent, il a étudié en autodidacte en regardant les textes fondamentaux, par exemple de l'électromagnétisme. Il était même beaucoup plus fort que ses professeurs. Et surtout, il a fait beaucoup d'expériences. Il allait souvent dans les salles de travaux pratiques, il faisait des montages, etc. C'est pas l'Einstein complètement théoricien qu'on imagine souvent. D'ailleurs, on peut trouver dans des livres qui le concernent un extrait d'une dissertation qu'il a faite à l'âge de 16 ans en français. C'est un français qui est plutôt meilleur que le français moyen qu'on trouve dans les copies d'élèves français, dans laquelle il dit qu'il veut être chercheur en physique. Il le sait déjà et il explique pourquoi. D'abord parce qu'il veut découvrir les lois fondamentales de la nature et il veut travailler pour ce qu'on pourrait appeler l'honneur de l'esprit humain. Mais en 1902, il ne trouve pas de poste universitaire en tout cas, ni en Allemagne, ni en Suisse, ni dans d'autres pays. Et comme il est tout jeune père de famille, il accepte de se présenter à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne. Il y a un poste qui est ouvert. Il passe un entretien et ça a l'air de plutôt bien marcher puisqu'il est nommé expert de 3e classe à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. Là, il s'intègre plutôt bien. Il habite Berne, donc c'est un office dans lequel travaillent une trentaine de personnes. Et Einstein, il regarde surtout les brevets électromagnétiques. Parce qu'il est très compétent, je l'ai dit. Et parce que, à l'époque, il y avait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une priorité technique nationale, qui était la synchronisation des horloges. Il y a un baron allemand qui s'appelle le baron von Moltke, qui était venu devant le Parlement. Vous imaginez aujourd'hui un baron qui vient devant le Parlement pour dire les gars, il y a une priorité technique nationale, tout le monde doit s'y mettre, c'est la synchronisation des horloges à distance. Il y avait des raisons évidemment liées au chemin de fer, les gens commençaient à voyager, et il fallait que les montres des voyageurs coïncident avec les horloges qu'on trouvait dans les gares. Il y avait une deuxième raison qui était une raison militaire, et il y avait une troisième raison qui était qu'il fallait donner à voir l'unité de l'Allemagne qui venait de se réunifier avec Bismarck, et pour ça, le meilleur moyen, c'est de montrer que partout en Allemagne, on a la même heure. Je vous rappelle que jusqu'en 1902, à Genève par exemple, il y avait 3 horloges différentes sur le mur de la mairie. Il y avait l'horloge de Genève, il y avait l'horloge qui indiquait l'heure de Berne, la capitale, qui était décalée de quelques minutes, et il y avait l'heure de Paris qui arrivait par le train. Il y avait le train PLM qui servait de référence pour l'heure parisienne. On n'arrivait pas à synchroniser facilement les horloges à distance, et pourtant il fallait le faire. Les gens avaient essayé des brevets mécaniques, ça marchait pas bien, et assez rapidement ils se sont convaincus qu'il fallait utiliser des méthodes électromagnétiques. Bon. Et Einstein, lui, regardait ces brevets, et je vous dirai tout à l'heure ce qu'il en a déduit. Alors, si on dit que l'année 1905, c'est une année miraculeuse, c'est parce qu'en fait, c'est quasiment impossible de comprendre le cheminement intellectuel d'Einstein pendant cette année-là. Il travaille depuis 3 ans à cet office des brevets, c'est des horaires assez lourds, et il n'y a que le soir, lorsqu'il est chez lui, alors qu'il a un bébé, etc., qui retravaille à réexaminer, disons, les fondements même de la physique. Il a monté une petite académie avec des copains qui s'appelle l'Académie Olympia. En fait, ils vont manger des saucisses un soir par semaine et ils commandent des lectures qu'ils ont faites, des livres de Mach, de Dedekind, ils lisent Kant, etc. Et le fait qu'il ait cet appétit, disons, pour les travaux philosophiques
même si je n'ai pas le temps d'expliquer comment, va jouer un rôle dans la genèse de certaines de ses idées. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une année miraculeuse? C'est parce qu'il va publier 5 papiers incroyables. J'en ai mis 4 parce que le 5e est un peu plus discret, disons. Mais chacun de ces papiers, dans un domaine particulier de la physique, va le révolutionner. Premier papier, alors je vous rappelle, il n'est pas à l'université. Il gagne sa vie comme salarié. Et d'ailleurs, il dira dans son autobiographie un peu plus tard que s'il avait été à l'université, il n'aurait pas fait ses découvertes, parce qu'il aurait été obligé de publier rapidement, et il n'aurait pas eu le temps de réfléchir, à méditer. Bon. Donc, premier papier, publié le 17 mars 1905. Bon, le titre, traduit en français, ça donne « Sur un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumière ». Ce que remarque Einstein dans ce papier, c'est qu'alors qu'à l'époque, on a une conception ondulatoire de la lumière, on pense que la lumière est une onde qui se propage dans l'espace, il y a un certain nombre de phénomènes physiques qui ne peuvent pas être expliqués si l'on adhère entièrement à cette conception. Et l'un de ces phénomènes, c'est, alors si vous lisez des livres, on vous dit c'est l'effet photoélectrique. Le fait que quand on envoie de la lumière sur un métal, ça provoque un déplacement des électrons, donc la lumière fait bouger les électrons. Bon, mais ce phénomène photoélectrique, cet effet photoélectrique comme on l'appelle en fait, découvert par Hertz, il est parfaitement explicable dans une théorie ondulatoire. Vous avez une onde électromagnétique qui vient percuter un solide, par exemple, dans lequel il y a des électrons, et les équations de l'électromagnétisme vous disent qu'à ce moment-là, les électrons se mettent à bouger. Donc que la lumière mette en mouvement des électrons, ça se comprend parfaitement dans une conception ondulatoire, et je le dis pour ceux qui lisent le contraire dans les livres. En fait, il y a un truc qu'on ne peut pas comprendre, qui n'est pas l'effet photoélectrique lui-même, mais une propriété de l'effet photoélectrique qui est l'effet de seuil en fréquence, qui a été découvert par Lennart en 1902. Il y a le fait que si vous envoyez de la lumière de basse fréquence, infrarouge par exemple, sur un métal, il ne se passe rien. Et si vous envoyez de la lumière de haute fréquence, ultraviolette par exemple, il se passe qu'il y a ce phénomène photoélectrique qui se produit. Alors que d'après la théorie ondulatoire, le phénomène doit se produire pour toutes les fréquences. Et donc ce qui est incompréhensible dans la conception ondulatoire de la lumière, c'est le fait qu'il existe un seuil en fréquence au-delà duquel il se passe quelque chose et en deçà duquel il ne se passe rien. Et Einstein dit, ce truc, ce phénomène, cette propriété de l'effet photoélectrique, on ne peut pas la comprendre si l'on adhère complètement à une conception ondulatoire. Et donc il doit y avoir dans la lumière quelque chose que cette conception ne prend pas en compte. Et ce quelque chose, c'est peut-être des quantas de lumière. C'est l'idée que peut-être la lumière contient des corpuscules et non pas des ondes. Et il prend au sérieux, d'ailleurs il est le premier à prendre au sérieux les travaux que Max Planck a publiés en 1900, sans y croire lui-même, selon lesquels les échanges d'énergie entre la lumière et la matière se font par paquets, par ce qu'on appelle des quantas. Et Einstein va plus loin que Planck en disant non seulement les échanges d'énergie entre la matière et la lumière se font par quanta, mais la lumière elle-même est constituée de quanta. Donc c'est un article qui est un acte fondateur de ce qui va devenir la physique quantique. C'est pour ce papier qu'Einstein aura le prix Nobel en 1921. Et quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, le 11 mai 1905, il publie un second papier sur un sujet complètement différent, qui s'intitule « Sur le mouvement de particules en suspension dans un fluide au repos impliqué par la théorie cinétique moléculaire de la chaleur ». En fait, c'est un papier qui tourne autour de ce qu'on appelle l'effet brownien. C'est-à-dire quand vous mettez par exemple des grains de pollen sur un liquide chaud, par exemple du thé chaud dans une tasse, vous voyez que les grains de pollen s'agitent en tous sens, selon un mouvement qui semble désordonné. Bon. À l'époque, très peu de physiciens croient à l'existence de l'atome. Einstein y croit. Il y a eu des querelles terribles au XIXe siècle entre les atomistes et les anti-atomistes. Des querelles vraiment très, très sévères puisqu'elles vont aboutir, ou en tout cas contribuer au suicide de Boltzmann, atomiste en 1906.
Einstein, lui, il veut démontrer l'existence de l'atome, mais par une voie complètement différente. Et il fait une hypothèse toute simple, qui est que dans l'eau qui est l'eau du thé dont j'ai parlé, l'eau chaude, eh ben dans l'eau, il y a des molécules d'eau. Voilà. Il fait l'hypothèse que dans l'eau, il y a des molécules d'eau. Et du coup, il écrit une équation de diffusion qui montre comment les chocs successifs de molécules d'eau qui sont toutes petites par rapport aux grains de pollen peuvent engendrer un mouvement de ces grains de pollen qui semble chaotique. Et qu'en fait, le mouvement dit brownien est un mouvement qui est impulsé par tous les chocs que ces grains de pollen, qui sont beaucoup plus gros que les molécules, reçoivent au cours du temps. Ce qui lui permet de calculer ce qu'on appelle une loi de diffusion, qui fait intervenir le nombre d'Avogadro, etc. Et un peu plus tard, en 1906, un physicien français qui s'appelle Jean Perrin va faire des mesures très précises de la cinétique de diffusion du mouvement brownien et vérifier les équations d'Einstein qui indirectement vont prouver l'existence de l'atome. Bon. C'était trop tard pour le Boltzmann, mais tous les anti-atomistes qui l'avaient attaqué à partir de 1909, quand les résultats de Jean Perrin seront encore plus étayés, vont admettre publiquement qu'ils se sont trompés. En juin 1905, Einstein écrit le papier le plus incroyable de la série. Enfin, je ne sais pas si c'est le plus incroyable, mais en tout cas, c'est un papier que n'importe qui peut lire. D'ailleurs, il est rédigé comme un brevet. Un brevet, il n'y a pas de référence, on dit je, alors que dans les deux premiers papiers, il y a beaucoup de calculs, c'est pas un brevet, celui-là, c'est un brevet. Et il répond à la question posée par le baron Foll-Moltke, c'est-à-dire est-ce qu'on peut synchroniser des horloges à distance. C'est un papier absolument incroyable, qui est sans doute le papier le plus clair qu'on puisse imaginer sur la théorie de la relativité. Bon. En fait, c'est la théorie de la relativité, qu'on n'appelle pas encore restreinte, on l'appellera restreinte un peu plus tard. Mais Einstein, dans cet article, fait une hypothèse assez incroyable, qui est peut-être liée, sans qu'il l'ait dit explicitement par la suite, au premier article. C'est peut-être le premier article qui lui a donné l'idée du troisième. Alors pourquoi ? Parce que au XIXe siècle, il y avait en fait deux théories fondamentales en physique. Il y avait d'une part la mécanique de Newton, qu'on apprend à l'école, qui avait été reformulée par Hamilton et Lagrange. Et puis il y avait à côté d'elle une autre théorie qui s'appelle l'électromagnétisme. Donc la mécanique décrit les phénomènes mécaniques, l'électromagnétisme décrit les phénomènes chimiques, électromagnétiques et lumineux. Bon, parce que la lumière est une onde, d'après cette théorie. La mécanique, quand on lui ajoute la physique statistique, engendre la thermodynamique. Et donc, avec ces deux socles, on décrit tous les phénomènes physiques connus à l'époque. Simplement, ce qu'on n'avait pas bien compris, c'est que les principes sur lesquels s'appuient ces deux cadres théoriques sont contradictoires l'un avec l'autre. Il y avait une contradiction formelle qu'on a commencé à comprendre dans les années 1890, qui ne provoquait pas de gêne opératoire. C'est-à-dire quand on fait de la mécanique, on fait de la mécanique. Quand on fait l'électromagnétisme, on fait l'électromagnétisme. Et le fait qu'il y ait incompatibilité entre les deux ne se voit pas puisque les phénomènes sont séparés. Simplement, si on regarde les principes qui sont derrière ces formalismes, on voit qu'il y a une contradiction. Alors comment cette contradiction peut-elle s'exprimer ? De la façon suivante. Je l'ai dit tout à l'heure, les équations de l'électromagnétisme, ce qu'on appelle les équations de Maxwell, telles qu'elles sont comprises à l'époque, signifient que la lumière est un phénomène ondulatoire. Donc la lumière, c'est une onde qui se propage dans l'espace. Mais pour un physicien du XIXe siècle, un phénomène ondulatoire, c'est un phénomène qui se propage dans l'espace en faisant vibrer quelque chose sur son passage. Par exemple, le son, les ondes acoustiques, c'est un phénomène ondulatoire qui a besoin pour se propager d'un milieu matériel. Si vous faites le vide dans une cloche, enfin dans une cloche à vide, vous faites le vide, vous enlevez toutes les molécules, il y a le vide à l'intérieur, vous agitez une cloche, enfin pas la même, une cloche tintante à l'intérieur, on n'entend rien. Autrement dit, le son, pour se propager,
a besoin que quelque chose vibre à son passage. Et dans le cas d'électromagnétisme, pour la lumière, il va de soi qu'il existe quelque chose qui vibre au passage de la lumière. La lumière ne se propage pas dans le vide. Elle a besoin, comme le son, d'un support qui lui permet de se propager. Et ce milieu qui remplit l'espace partout et qui permet la propagation de la lumière, on l'appelle l'éther. En fait, le vrai nom, c'est l'éther luminifère, c'est-à-dire l'éther qui porte la lumière. Bon. Et personne ne doute de l'existence de cet éther parce que sa réalité correspond à une sorte de nécessité de la pensée. Bon. Simplement, au cours des années 1880-90, et un peu plus tard encore, les physiciens se demandent mais quelles sont les propriétés de l'éther? Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est pesant? Est-ce qu'il est élastique? Est-ce qu'il a une couleur? Et petit à petit, en interprétant les équations de Maxwell et en regardant ce qu'elles impliquent pour l'éther, ils comprennent qu'en fait, l'éther n'a quasiment aucune propriété, sauf une qu'il a de façon radicale, qui est d'être absolument immobile. Voilà. Donc l'éther est absolument immobile. Il constitue une sorte de référentiel absolu. Et c'est ça, finalement, qui le définit. Au point que, comme vous le savez, il y a des gens, Michelson par exemple, qui vont faire des mesures pour voir quelle est la vitesse de la Terre par rapport à l'éther. Si l'éther est absolument immobile, c'est intéressant de connaître la vitesse de la Terre par rapport à ce milieu absolument immobile. Bon. Et puis si on prend l'autre socle, la mécanique, vous savez que la mécanique de Newton, elle s'appuie sur trois principes fondamentaux, dont l'un s'appelle le principe de relativité. Bon, le principe de relativité, c'est donc pas Einstein qui l'invente. Celui qui l'a inventé, ou plutôt découvert, c'est Bruno, Giordano Bruno. Galilée va le reprendre, sans citer Bruno, parce que Bruno a brûlé et Galilée n'a pas envie de brûler. Donc il ne cite pas Bruno, mais il reprend son idée qui est que finalement, le mouvement est comme rien. C'est ça que dit le principe de relativité, c'est que le mouvement est comme rien. C'est-à-dire, quand vous êtes en mouvement, alors sous-entendu un mouvement rectiligne et uniforme, tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. C'est d'ailleurs ça qui permet le mouvement. Si les lois physiques changeaient quand vous êtes en mouvement, il y aurait une drôle d'ambiance dans les wagons de TGV. D'accord ? Donc si on arrive à prendre le TGV, c'est parce qu'en prenant le TGV, ça ne change rien. Sauf dans les virages peut-être. Mais en ligne droite, ça ne change rien. Okay ? Et ce principe de relativité, il dit simplement que finalement, tous les référentiels dans lesquels vous pouvez être sont équivalents. Que vous soyez dans le référentiel de la gare ou que vous soyez dans le référentiel du train qui est en déplacement par rapport à la gare, ça ne change rien. Tous les référentiels sont équivalents et donc il y a une sorte de démocratie des référentiels. Autrement dit, il n'est pas possible de dire d'un référentiel qu'il est absolument immobile. Puisque si vous dites qu'il est absolument immobile, en fait, il est mobile par rapport à un autre référentiel qui est en mouvement par rapport à lui et qui a le même statut que lui. Donc ce principe de relativité, il interdit premièrement la hiérarchie des référentiels, deuxièmement, il interdit qu'on puisse dire d'un référentiel qu'il soit absolument immobile. Donc vous voyez le problème. La contradiction, elle est là. L'électromagnétisme dit l'éther est absolument immobile, la mécanique dit il n'y a rien qui soit absolument immobile. Donc les physiciens de cette époque, alors quand on pense aux physiciens de cette époque, souvent on imagine des milliers de types qui travaillent là-dessus. Non, il y en a quelques-uns, il y a Poincaré, Lorentz, Einstein, personne ne le connaît. Mais la plupart des physiciens de cette époque considèrent que c'est l'électromagnétisme qui doit plier. Parce que la mécanique, c'est Newton. La mécanique, c'est la vraie science. C'est une science éprouvée qui décrit le mouvement des planètes. Il est hors de question de remettre en cause les principes de la mécanique.
Et donc en fait, ils essaient d'insérer dans la mécanique l'électromagnétisme. Et par exemple, ils montrent que l'électromagnétisme, tel qu'il est compris à l'époque, implique des phénomènes bizarres comme la contraction des longueurs. Un corps va se contracter dans son mouvement dans l'espace. Mais eux interprètent cette contraction comme un effet dynamique que crée l'éther que le corps traverse. Donc c'est la force exercée par l'éther qui crée ces phénomènes bizarres. Et donc en fait, on fait entrer l'électromagnétisme dans le cadre de la mécanique, et c'est lui, le cadre de la mécanique, qui va servir de référence. Bon, évidemment, je caricature, vous imaginez que c'est plus compliqué. C'est une histoire passionnante, mais c'est pas avec des conférences d'une heure qu'on peut la raconter. Et Einstein, lui, commence son papier en disant « L'éther nous pose des problèmes. Supprimons l'éther, et les problèmes que nous pose l'éther seront résolus. » On dirait du François Hollande presque. Hein, donc, il dit, l'éther n'existe pas, donc la lumière se propage dans le vide. Incroyable, la lumière se propage dans le vide. Il n'y a pas besoin de support. En disant cela, il invente ce qu'on appelle la théorie des champs. Parce que du coup, le champ électromagnétique, qui jusque-là était pensé comme un mode de vibration d'un milieu particulier qui s'appelle l'éther, devient un objet physique. C'est plus un mode de vibration d'un truc, c'est un truc. L'onde électromagnétique existe physiquement, sans support. Ça, c'est la première chose. Et enfin, il montre que le fait de supprimer l'éther va obliger à formuler une nouvelle théorie de l'espace et du temps. D'accord ? Et c'est cette nouvelle théorie de l'espace et du temps qu'on appelle la théorie de la relativité. Et ici, il faut que vous lisiez cet article, c'est simplement parce qu'il est d'une pureté conceptuelle incroyable. C'est-à-dire, Einstein ne pose que des questions simples. Mais vraiment très simples. Simplement, son génie, c'est de les enfiler. Il en pose une première, puis une deuxième. Il lâche jamais le morceau. Et à la fin, c'est la révolution. Première question. Il faut imaginer d'ailleurs la tête des référis de l'article, enfin de la revue dans laquelle il va publier, qui est la plus grande revue allemande de l'époque. Parmi les référis, il y a Max Planck. Et puis d'autres. Ils lisent ce papier. Einstein est inconnu, il n'est pas à l'université, il n'est même pas dans un labo. Et Einstein dit, il parle à la première personne, il dit « Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à la gare à 7 heures ?» Vous voyez, le Max Planck qui dit « Ce type-là est en train d'essayer de m'apprendre ce que veut dire lire l'heure. » Et Einstein répond, et il dit « Ça veut dire que le train arrive à quai au moment où l'aiguille de ma montre pointe sur le chiffre 7. » Super. Et là, vous avez deux événements qu'on appelle concomitants, c'est-à-dire ils se déroulent au même point de l'espace, au même instant du temps. Et dans ce cas, la simultanéité a un sens. Il y a deux événements qui se produisent en même temps au même endroit, et ils sont simultanés. Deuxième question. Que veut dire, ou plutôt qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Lyon, si moi je suis à Marseille? Là, il n'y a plus concomitance. Il arrive à 7 heures à la gare de Lyon, vous êtes à Marseille. Comment vous savez qu'il arrive à 7 heures? Bon, là, il faut un protocole. Il faut mettre au point un système de communication pour pouvoir savoir, quand on est à Marseille, quelle heure il est à Paris. Bon. Quel est ce protocole? Et enfin, troisième question, la question qui tue. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Lyon, si moi-même je suis en déplacement par rapport à la gare? Tout le monde est mort. D'accord? C'est-à-dire la physique ne répond plus à ces questions, et pour y répondre, il faut inventer un nouveau cadre conceptuel. Okay. Alors quand je disais tout à l'heure que cette idée a à voir avec celle-ci, c'est peut-être parce que quand Einstein dit dans la lumière il y a des quantas, des corpuscules, donc la lumière ne peut pas être décrite exclusivement comme une onde. Comme c'est à cause de la conception ondulatoire qu'on a inventé l'éther, peut-être que si la lumière n'est plus ondulatoire, il n'y a plus besoin d'éther. Donc, sans doute,
que cette idée que la lumière était pas intégralement ondulatoire l'a amené à questionner l'existence même de l'éther, ce qu'aucun autre physicien n'avait fait à l'époque. D'accord ? Donc, nouvelle théorie qui devient assez rapidement, en tout cas qui est devenue ce qu'on appelle la théorie cadre de l'espace-temps. Vous savez qu'en physique, il y a 4 interactions fondamentales, et aujourd'hui, les 4 s'écrivent dans des formalismes pour lesquels le cadre dans lequel on décrit l'espace-temps, c'est celui de la relativité d'Einstein. Donc on l'appelle la théorie de la relativité restreinte, alors que c'est une théorie universelle de l'espace-temps. Elle est mal nommée. Pourquoi on l'a appelée la restreinte ? C'est parce que, en 1915, Einstein a publié une autre théorie de la relativité, qui s'appelle la théorie de la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation. Et seulement de la gravitation. Donc c'est une théorie spécifique de la gravitation, qu'on devrait du coup appeler restreinte, parce qu'elle ne décrit que la gravitation, alors que l'autre qui décrit toutes les autres forces devrait s'appeler théorie générale. Mais bon, c'est l'inverse qui s'est produit. Je ne sais pas trop pourquoi, mais cette idée qui est à la base de la relativité générale, il l'a eue en 1907. Il était toujours à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. Il a fait 4 papiers, je ne vais pas parler du 4e, mais je vais y venir, qui chacun aurait mérité qu'il obtienne le prix Nobel. Il n'y a toujours pas de poste. Je dis ça pour les jeunes qui attendent un poste. Vous faites 4 articles qui méritent le Nobel. Il n'a toujours pas de poste. En 1907, il est toujours à l'Office fédéral. Simplement, il a été promu d'expert de 3e classe à expert de 2e classe. Avec petite augmentation. Et il raconte qu'au mois de mai 1907, il était assis sur son tabouret, et comme souvent, il se mettait, après le repas, à rêver, à réfléchir de façon, dans une sorte de rêve semi-éveillé, si vous voulez. Einstein, il pensait avec son corps, il pensait avec son cerveau, mais aussi avec son corps. Il mettait en scène son corps, il imaginait ce qui se passerait dans telle situation, comment son corps réagirait à telle situation expérimentale qu'on peut imaginer et pas forcément réaliser en laboratoire. Il a compris là une chose toute bête, que n'importe quel lycéen peut comprendre en regardant les équations de Newton pour la gravitation, c'est que un observateur en chute libre, quelqu'un qui tombe, ne sent pas son poids. Ça c'est bizarre. Quand vous tombez, vous ne sentez pas votre poids. C'est bizarre comme phrase, parce que... Alors pourquoi est-ce qu'il a dit ça ? Parce qu'il connaissait la loi de Galilée, qui est que tous les corps tombent à la même vitesse. Donc si vous tombez en chute libre, votre chapeau tombe avec vous, votre portefeuille tombe avec vous, votre parapluie tombe avec vous, et donc, tous les corps qui tombent avec vous sont en apesanteur par rapport à vous. Donc, le fait de tomber annule la cause de la chute. C'est quand même bizarre. D'accord ? Le fait de tomber annule la cause de la chute. Et donc, quand vous tombez, vous ne sentez pas votre poids qui pourtant vous fait tomber. Donc, il y a là quelque chose de bizarre qu'Einstein va formuler sous le terme de principe d'équivalence. Et ce principe d'équivalence, il va l'étayer mathématiquement pendant 8 ans, travailler comme un fou, au point de faillir mourir d'épuisement. Et en 1915, oui. Non, 1915, pardon, il a la clé du truc et il publie. Et cette nouvelle théorie de la gravitation va devenir la théorie de référence qui va donner naissance à une cosmologie scientifique et qui est toujours utilisée aujourd'hui pour décrire la dynamique de l'univers. Pour la petite anecdote, il a voulu savoir si son intuition était juste et il a demandé à rencontrer un couvreur de la ville de Berne qui était très célèbre à l'époque pour avoir fait une chute d'un toit d'un immeuble de 6 étages. Donc Einstein est allé le voir en disant « Monsieur, vous êtes tombé là. Pendant la chute, est-ce que vous avez senti votre propre poids ?» Et le type a répondu « Professeur, j'étais mort de frousse. » Bon, bref. Ça nous amène. Alors, qu'est-ce que dit la théorie de la relativité restreinte ? Beaucoup de choses, je ne vais pas avoir le temps de trop détailler, mais en gros, chez Newton, l'espace et le temps sont complètement indépendants l'un de l'autre. Il y a l'espace, qui est une substance particulière, il y a le temps, qui en est une autre, et dans cet espace et ce temps qui constituent une espèce d'arène, se trouvent disposés des objets physiques qui subissent des phénomènes physiques.
Et ce que montre Einstein, c'est que la conception de Newton est incompatible avec le statut qu'a le principe de relativité dans les équations de Maxwell. Il faut donc reprendre la chose. Et ce qu'il montre, c'est que on ne peut plus considérer qu'il y a un temps universel qui soit le même partout. Autrement dit, on ne peut pas dire qu'il y a un présent universel, par exemple. Pour Newton, le présent, mon présent, c'est le présent de l'univers. Einstein, il dit que c'est pas possible, parce que précisément, il y a une vitesse limite. Il y a une vitesse qui est nécessaire à la transmission de la lumière, de sorte que quand je vois un objet qui est lointain, en fait, la lumière a mis du temps pour me parvenir, et je le vois donc tel qu'il était au moment où il a émis cette lumière, et non pas au moment où je le vois apparaître. Et si je ne tiens pas compte de cette vitesse limite, évidemment, je retombe dans la physique de Newton, qui suppose que la vitesse de lumière est infinie, en fait. Et c'est pas ça qui se passe. Alors peut-être que, pour que vous compreniez mieux, je vais vous prendre l'expérience, je vais vous présenter l'expérience suivante. Vous avez, disons, deux lampes devant vous, qui sont toutes les deux reliées par un fil, par deux fils de même longueur jusqu'à un interrupteur. Donc vous avez deux lampes comme ça, il y a deux fils, un interrupteur, vous êtes au milieu, vous appuyez sur l'interrupteur. Si tout va bien, les deux lampes s'allument en même temps pour vous. C'est donc deux événements à distance, mais simultanés. Que dirait Newton d'une telle expérience? Il dirait, si c'est simultané pour vous, c'est simultané pour n'importe quel autre observateur. Où qu'il soit dans l'univers, quel que soit son mouvement par rapport aux lampes. Ok? Einstein dit, bah non. Quelqu'un qui vient de ma gauche, il verra d'abord la lampe de gauche s'allumer, puis la lampe de droite. Et s'il vient de ma droite, il verra d'abord la lampe de droite s'allumer, puis la lampe de gauche. Autrement dit, la notion même de simultanéité, en tout cas son caractère absolu, est perdu. Alors on a dit à Einstein, mais c'est absurde votre histoire, parce que là, selon la vitesse qu'a l'observateur, ou selon la direction par laquelle il vient, l'ordre d'allumage de lampes peut être inversé. Ce qui est avant pour le premier, et en fait arrive en deuxième pour le second. On inverse l'ordre des phénomènes. C'est absurde. Et Einstein dit non. La causalité n'est pas violée dans cette histoire, parce qu'en fait, les deux allumages sont les deux effets d'une cause commune, qui est j'appuie sur le bouton. Et donc le fait d'appuyer sur le bouton crée une cause qui a deux effets, les deux lampes s'allument. Mais l'allumage de la première lampe n'est pas la cause de l'allumage de la seconde. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on change le dispositif et qu'on fait en sorte que l'allumage de la première soit la cause de l'allumage de la seconde? Vous mettez un fil entre les deux lampes, et quand la première s'allume, il y a un courant électrique qui va vers la seconde et qui l'allume. Donc là, ce n'est pas instantané, il faut un certain temps pour que la lumière, en fait, le signal, se propage de la première lampe à la seconde. Donc, cette fois, les deux événements, pour moi, ne sont plus simultanés. Qu'est-ce qui se passe pour un observateur qui vient de ma gauche à grande vitesse? Laquelle va s'allumer en premier pour lui? C'est des révisions pour vous. C'est la première. Et ensuite, il y aura la deuxième. Le temps que verra l'observateur ou que mesurera l'observateur entre les deux, c'est pas le même que moi. D'accord? Ça, c'est un effet de relativité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui vient de ma droite? Laquelle s'allume en premier? C'est celle de gauche, celle de droite? Il vient de ma droite. Ça dépend de quoi? Mais non, c'est celle de gauche. Puis celle de droite. Donc la causalité est respectée. Si moi je vois tel événement qui enclenche tel autre après, cet ordre chronologique est absolu. Ça sera le même ordre pour tous les observateurs, à deux conditions. À deux conditions. Ben, c'est pas moi qui vais les dire, c'est quand même des révisions, ça. Non? Première condition, le signal qui va de la première à la deuxième va moins vite que la lumière. Deuxième condition, l'observateur va moins vite que la lumière.
Autrement dit, la causalité n'est respectée en relativité que s'il y a une vitesse limite qui se trouve être la vitesse de la lumière. D'accord ? Autrement dit, la causalité, c'est-à-dire l'impossibilité de modifier le passé. Vous ne pouvez pas modifier le passé. Vous ne pouvez pas voyager dans le passé. Et la causalité, c'est la garantie que c'est impossible. Et en relativité, ça a une implication qui est, il y a une vitesse limite. D'ailleurs, et cette vitesse limite, c'est la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière ayant pour anagramme limite les rêves au-delà. C'est-à-dire, on ne peut pas la dépasser. Okay. Bon, donc il faut abandonner l'idée d'un temps absolu, universel. Alors très souvent dans les livres, on écrit, la théorie de la relativité nous dit que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur. Vous avez déjà lu cette phrase? C'est horrible, non? Comment est-ce que vous la comprenez? Moi, je vous pose la question, alors là c'est honnête, parce que moi je ne la comprends pas. La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. D'abord, c'est quoi la vitesse d'écoulement du temps? Vous pouvez me dire ça? Qu'est-ce que c'est que la vitesse? Qu'est-ce que c'est qu'une vitesse en général? Ben, même les gens qui font de la gestion, ils savent ça. Les taux de croissance des courbes et tout ça. Une vitesse, c'est une variation par rapport au temps. Donc le temps, c'est quoi sa vitesse? Il avance de 24 heures toutes les 24 heures, on est d'accord? Une fois que vous avez dit ça, vous avez dit quoi? Rien. C'est tautologique. Vous ne pouvez pas définir une vitesse d'écoulement du temps. Et encore moins une accélération, parce qu'on nous dit que le temps s'accélère. J'aimerais bien savoir comment c'est possible, comment on peut accélérer un truc qui n'a pas de vitesse. Bon. Donc la notion de vitesse d'écoulement du temps n'a aucun sens. Et pourtant on retrouve cette expression dans beaucoup de livres, notamment des manuels de philosophie de terminale. Bon. Alors moi j'imagine volontiers qu'un inspecteur d'académie, peut-être même Luc Ferry, sait ce que c'est qu'une vitesse d'écoulement du temps. Mais comment je comprends la phrase en question? La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Alors faisons une expérience. Il me faut, disons, 2 heures pour lire ce bouquin. Excellent d'ailleurs, il était cette fois La Révolution, c'est un très bon livre sur la relativité. Il faut 2 heures à ma montre. Ok? Maintenant, on me propose de partir dans une fusée qui va m'emmener jusqu'à la galaxie d'Andromède à 150 000 km par seconde. C'est-à-dire la moitié de la vitesse de la lumière. J'ai peur de m'ennuyer, je ne peux pas lire Closer, donc j'emporte avec moi des livres de même taille, et j'emporte aussi ma montre. Question, dans votre fusée, combien de temps mettrez-vous à lire un livre de même taille que celui-ci? Je me rappelle de ma petite phrase, la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. L'observateur, il est en déplacement dans l'espace. Donc la vitesse d'écoulement va être différente. Donc la durée qu'il faudra qu'il passe à lire le livre, ça ne sera pas 2 heures. Ça sera moins ou plus, parce que la phrase ne dit pas dans quel sens ça change. Mais ça ne sera pas 2 heures. Voilà ce que comprennent tous les élèves de terminale qui sont tombés sur cette phrase. Parce qu'ils la comprennent intelligemment, ils comprennent le sens des mots. Maintenant, faites l'expérience. Partez dans la fusée, là. 150 000... si vous voulez que ce soit plus grisant, vous faites 280 000 km par seconde avec votre montre. Mesurez le temps qu'il vous faut et ça sera 2 heures. Donc vous voyez comment une phrase peut contredire une théorie physique. Puisque le principe de la relativité d'Einstein, c'est le même que celui de Galilée. C'est-à-dire, le mouvement est comme rien. Quand vous êtes dans votre fusée, tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas dans la fusée. Donc c'est le même temps. Il y a quand même une différence avec Galilée, sinon on ne parlerait pas d'Einstein. C'est que quand vous reviendrez de votre voyage, admettons que ce soit moi qui suis parti. Je suis parti dans la fusée, je reviens, j'ai vu Andromède, ça m'a pris un certain temps à ma montre. Quand je reviens, vous êtes tous morts depuis très longtemps. Autrement dit, j'ai voyagé dans votre futur. Pas dans mon temps à moi, mais dans votre futur. D'accord ? Vous avez vécu à votre montre 120 ans, mais je suis quand même j'ai vécu moi un certain âge pendant ce voyage, à ma montre. Simplement, mon temps à moi, c'est désynchronisé du vôtre. Donc, contrairement à ce qu'on dit dans les manuels, le message de la relativité, ça n'est pas qu'il y a un temps élastique dont la vitesse d'écoulement dépendrait de l'observateur.
ce que dit la théorie de la relativité, c'est qu'il y a autant de temps propre, indiqué par la montre de l'observateur, qu'il y a d'observateurs différents. Mon temps propre, c'est le même que vous. C'est-à-dire, si je synchronise ma montre avec la vôtre, aujourd'hui, quand on se reverra dans quelques semaines pour un autre cours, nos montres seront encore synchronisées. Donc on a l'impression de vivre dans un temps universel absolu. Mais nos montres sont synchronisées et le demeurent simplement parce que nos vitesses de déplacement dans l'espace sont négligeables devant la vitesse de la lumière. Même si vous prenez une navette spatiale, c'est une navette spatiale ou même un satellite, c'est des milliers de kilomètres par seconde, c'est rien par rapport à la vitesse de la lumière. Donc ces effets de relativité nous sont masqués parce que nos vitesses dans l'espace sont faibles. Mais deux particules, par exemple deux électrons, ne pourront jamais prendre rendez-vous. Si un électron dit à l'autre écoute, on se revoit demain à 15 heures, l'autre dit ok, mais selon les trajectoires qu'ils auront dans l'espace-temps, leurs temps propres vont se désynchroniser, et évidemment, il y a toutes les chances, comme ils vont très vite, qu'ils se ratent. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Le message important à retenir, c'est qu'il existe autant de temps propres qu'il y a d'observateurs différents, et ce n'est pas la peine d'invoquer un temps unique dans un référentiel particulier, depuis lequel on pourrait comparer les situations. Puisque ce que dit la relativité, c'est qu'il n'y a pas de référentiel comme ça. Il n'y a pas de référentiel dont on puisse dire qu'il est absolu. Or, notre façon de parler, et c'est dû à certaines... C'est dû à un problème en fait assez fondamental, c'est que quand on veut présenter une révolution en physique, on la dit toujours dans le vocabulaire et avec les concepts de la théorie qu'elle vient mettre à terre. Donc la théorie d'Einstein met en l'air complètement la physique newtonienne, mais on l'a dit dans le vocabulaire de la physique newtonienne. C'est-à-dire, on l'a présenté comme une révolution, on la présente comme une évolution. Et on va simplement reprendre les concepts d'espace et de temps chez Newton et inventer un nouveau truc qui est la vitesse d'écoulement du temps, qui serait élastique. Et ça permettrait d'intégrer les effets propres de la relativité. Évidemment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi, je connais beaucoup de gens qui essaient d'expliquer le paradoxe des jumeaux de Langevin en utilisant la notion de vitesse d'écoulement du temps. Vous savez, il y a deux jumeaux sur la Terre, ils ont le même âge, donc un part dans une fusée et revient. Quand il revient, il est plus jeune que celui qui est resté, donc ils sont plus jumeaux. Et ça, c'est le paradoxe des jumeaux trivial, mais il y en a un deuxième qui est que quand on prend comme référentiel non plus la Terre, mais la fusée, alors cette fois, c'est le jumeau qui était resté qui s'éloigne. D'accord? Et à ce moment-là, comme les référentiels sont soi-disant équivalents, on doit symétriser les situations. La première nous disait que celui qui est parti est plus jeune que celui qui est resté. La deuxième nous dit que celui qui est resté est plus jeune que celui qui est parti. Donc ils sont tous les deux plus jeunes l'un que l'autre. C'est ça le paradoxe des jumeaux. Et l'erreur vient du fait qu'on a eu tort de considérer que le référentiel de la fusée était un référentiel équivalent à celui de la Terre. Puisque la fusée, elle freine, elle s'arrête, elle repart. Donc ce n'est pas un mouvement rectiligne uniforme. Ce n'est pas un référentiel galiléen, comme on dit. Mais quand vous essayez de dire ce paradoxe classique, en utilisant les termes de vitesse d'écoulement du temps pour comparer les situations des deux jumeaux, faites ça devant une classe de terminale, vous vous empêtrez tellement que l'intégralité de la classe s'inscrit en école préparatoire commerciale. Ou alors, dans le pire des cas, ils font du droit. Et c'est des pertes sèches. Ça rend la physique complètement incompréhensible. Parce qu'on essaie de dire la révolution dans les termes du système qu'on remplace. Bon. Alors, comme vous le savez, la relativité, c'est archi-testé, etc. C'est vraiment une théorie cadre. Mais pour finir, je voudrais vous parler un petit peu d'une des conséquences de la relativité, qui est bien connue, qu'Einstein publie en septembre 1905, c'est-à-dire après avoir pris quelques vacances. Et c'est un article d'une page et demie. Une page et demie. Où Einstein écrit d'ailleurs pendant l'été à son ami Michele Besso ou à d'autres membres de l'Académie Olympia qu'il avait fondée. Les gars, je me demande s'il n'y a pas un lien entre l'inertie des corps et leur énergie. Mais il se peut que Dieu, alors Dieu dans son langage c'est Das Ergot, le Dieu, enfin, je ne sais pas comment traduire ça, le bon Dieu, il se peut que le bon Dieu cherche à me tromper. Et en fait, il comprend un truc assez incroyable, c'est que si vous prenez par exemple un métal que vous chauffez,
ce métal, il va émettre du rayonnement, comme un radiateur. Un rayonnement qu'on ne voit pas, c'est du rayonnement infrarouge pour les températures des habitations en général. Donc le corps émet de la lumière. Invisible, mais c'est de la lumière. Cette lumière n'a pas de masse. D'accord? Donc un corps qui émet de la lumière, qui elle-même n'a pas de masse, ne peut pas perdre de masse. Pour perdre de la masse, il faut perdre de la masse. Ben là, non, on perd du rayonnement sans perdre de masse. Et Einstein montre que si son principe de relativité tel qu'il le reformule est exact, la phrase que je viens de dire est fausse. C'est-à-dire, vous pouvez perdre de la masse sans perdre de masse. Vous pouvez perdre de la masse en émettant des corps qui n'ont pas de masse. Pour ça, il suffit de perdre de l'énergie. D'accord? Autrement dit, si vous perdez de l'énergie, vous perdez de la masse, même si la forme sous laquelle vous perdez de l'énergie n'a pas de masse. D'accord? Et ça, c'est E égale mc2. D'accord? Il ne l'écrit pas avec ces variables-là en 1905. Sur 1912, qu'il a écrit la formule comme ça, c'était d'autres notations à l'époque, mais il a compris ça, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il y a une équivalence stricte entre la matière et l'énergie, ça veut dire que quand vous perdez de l'énergie, vous perdez de la masse, même si la forme, je répète, par laquelle vous la perdez est sans masse. Ça n'a pas été exploité par les magazines qui vendent des régimes pour l'été, mais je trouve que ça devrait. Alors, on pourrait dire que cette formule de la MC2, d'autres l'avaient peut-être trouvée avant. Il y a des gens qui disent que Schrödinger, à Vienne, il écrivait à peu près cette équation. Il y en a qui disent que Poincaré avait fait des applications numériques dans son cours où il utilise une formule équivalente. Bon, peu importe. Parce que la suite qu'on trouve dans cet article d'une page et demie, c'est là le génie d'Einstein. C'est une phrase. Il dit... Alors C, vous l'avez peut-être... je ne l'ai pas dit, mais je pense que vous l'avez deviné. C, c'est la vitesse de la lumière. C'est la vitesse de la lumière, c'est-à-dire la vitesse d'un processus physique particulier qui s'appelle la lumière. Et Einstein, une phrase, il dit « Il se pourrait bien que cette formule demeure exacte si le processus par lequel le corps perd de l'énergie n'est pas lumineux. » Autrement dit, la formule est vraie, même s'il n'y a pas de lumière dans le processus. Et là que ça change tout. Ça veut dire que c'est plus la vitesse d'un phénomène physique particulier qui serait la lumière. Ça devient une constante universelle de la physique, qui a un statut physique qui ne dépend plus ou qui n'est plus relié à la lumière. C'est une constante de la physique. Et il dit, dernière phrase de l'article, « Il se pourrait que les sels de radium que Madame Curie vient de découvrir apportent la réponse. » D'accord? Ça, c'est ça le génie. C'est pas d'écrire E égale MC2, c'est le génie, c'est de comprendre que ça change tout. Et c'est évidemment ce qui va se produire, c'est-à-dire c'est la radioactivité, c'est-à-dire le fait que des noyaux d'atomes peuvent émettre des rayonnements matériels, par exemple émettre des électrons ou des particules alpha, qui va permettre de vérifier cette formule. Donc même que lorsqu'il n'y a aucune lumière mise en jeu, la vitesse de la lumière intervient dans le bilan d'énergie du processus. D'accord ? Oui, alors on peut évidemment dire beaucoup de choses là-dessus, notamment que dans cette opération, la lumière apparaît comme un synthétiseur de concepts. Elle va relier deux types de grandeur que la physique de Newton sépare radicalement. Chez Newton, il y a la masse, il y a l'énergie, c'est deux choses différentes. Et Einstein établit un lien entre les deux. D'accord. Les implications, il y en a évidemment beaucoup, je vais en donner quelques-unes. Ce que démontre Einstein, c'est que toute matière, quelle que soit sa forme, 1 gramme de matière, par exemple, qu'il s'agisse d'épinards, de beurre, d'uranium, c'est pareil. 1 gramme de matière, quelle que soit sa composition chimique, contient une énergie du seul fait qu'il a une masse. Ce qu'on appelle l'énergie de masse. Qu'on calcule en multipliant la masse par C au carré. Et quand vous faites le calcul, ça donne, pour 1 gramme de beurre, d'épinards ou d'uranium, 80 000 milliards de joules. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est en gros l'énergie qui a été libérée dans Hiroshima.
1 gramme de matière transformée en énergie, 90 milliards de joules, c'est-à-dire une énergie suffisante pour nourrir un être humain pendant des milliers d'années. D'où ma question, pourquoi on mange autant? Ah oui. Un repas, c'est en gros 1 kilo de nourriture, je compte même pas l'eau. D'accord, 1 kilo de nourriture, c'est donc 1000 fois ça. Donc avec 1 kilo de nourriture, vous pouvez alimenter votre métabolisme pendant des millions d'années et vous prenez 3 repas par jour. C'est quand même pas de la gourmandise. Donc la question, je vous la pose, c'est pourquoi on mange autant? Voilà. Une autre façon de voir cette correspondance, c'est de voir que l'énergie de masse d'un moustique au repos, un moustique au repos, est égale à l'énergie d'un Airbus qui volerait à 10 000 km par seconde. D'accord? Donc la matière contient énormément d'énergie. Mais on ne s'en était pas rendu compte. Je ne vais pas tout dire là parce que c'est un peu compliqué. Juste une chose. En fait, cette formule, E égale mc2, elle implique l'existence d'une vitesse limite. Ça ne se voit pas comme ça, mais ça se voit après explication. C'est qu'en fait, ce qu'on appelle l'inertie d'un corps chez Newton, c'est une mesure quantitative de la difficulté qu'il y a à modifier son mouvement. Donc l'inertie, en fait, c'est la masse. L'inertie, c'est la masse, c'est-à-dire si un objet est très massif, c'est difficile de l'arrêter quand il est en mouvement et c'est difficile de le mettre en mouvement quand il est arrêté. Même c'est difficile d'une façon générale de modifier son mouvement, soit de l'accélérer, soit de le ralentir. Parce qu'il est massif. Donc l'inertie, c'est la masse. Et Einstein dit, avec cette formule, non. Non. L'inertie, c'est pas la masse. L'inertie, c'est l'énergie du corps divisée par c au carré. Alors si le corps est au repos, toute son énergie, c'est de l'énergie de masse, c'est mc2. mc2 divisé par c au carré, ça fait m. Donc quand le corps est au repos, son inertie, c'est sa masse. Maintenant, si vous l'accélérez, vous lui donnez de la vitesse, comme on le fait avec des particules qu'on accélère dans des machines. Donc vous lui donnez de l'énergie cinétique, de l'énergie qui est liée à son mouvement, en plus de son énergie de masse. Donc son énergie totale, c'est mc carré, l'énergie de masse, plus l'énergie cinétique. Le tout divisé par c au carré, ça fait m, la masse toute seule, plus l'énergie cinétique divisée par c au carré. C'est plus que la masse. Et ça, c'est l'inertie. Donc quand vous augmentez la vitesse d'un corps, vous augmentez son inertie. Augmenter son inertie, c'est augmenter la difficulté qu'il y a à modifier sa vitesse. Et donc plus il va vite, plus il est difficile de le faire aller plus vite. Et il y a un moment, ça ne va plus. Il y a un moment, on tombe vers une asymptote. C'est-à-dire l'inertie devient infinie et on ne peut plus modifier la vitesse. D'accord? Donc il y a une vitesse limite qui apparaît du seul fait que l'inertie n'est plus égale à la masse, mais augmente avec la vitesse du corps. Bon, la fission, la fusion, vous connaissez ça? Ah oui, ça c'est un joli cliché qu'on a pris au LHC, non plutôt au LHC, la machine qui a découvert le boson de Higgs. C'est juste pour vous dire que, voilà, ici vous avez un proton qui arrive, dans l'autre sens il y a un proton qui arrive, ils vont assez vite, ils ont l'énergie cinétique d'un moustique en vol, d'accord, c'est quelques TeV, quelques milliards d'électronvolts. La collision engendre l'apparition de centaines, voire de milliers de nouvelles particules qui sont créées par le choc. Et quand vous mesurez la masse totale de toutes les particules qui sont créées, vous trouvez plusieurs dizaines de milliers de fois la masse des particules incidentes. Ok? Ça, c'est ce qu'on fait tous les jours, pas quand la machine marche. Ok? Et malgré ça, dans les cours de physique, on vous dit la matière se conserve. Dans tous les cours, la matière, Lavoisier, la matière se conserve. D'accord? Et non, la matière ne se conserve pas. Un accélérateur comme le LHC, c'est une machine capable de fabriquer de la matière, d'engendrer de la matière nouvelle à partir d'un truc qui n'est pas matériel, a priori, qui s'appelle l'énergie. Et donc, c'est l'énergie cinétique des particules
qui devient de nouvelles particules. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les philosophes, mais personne n'avait imaginé ça. C'est-à-dire, personne n'avait imaginé qu'une propriété d'un objet, en l'occurrence l'énergie ou la vitesse, puisse elle-même devenir un objet. D'accord ? C'est comme si je vous disais que la hauteur de la tour Montparnasse, qui est une propriété de la tour Montparnasse, peut engendrer la tour Eiffel. Ou que je vous expliquer la vitesse d'un scooter peut engendrer un magazine. Vous voyez ? C'est un truc fou, quoi. La propriété d'une chose peut devenir une autre chose. Et c'est ça qui se passe dans les collisionneurs. Vous couperez tout ça au montage, hein ? Ça sort comme ça, je suis fatigué. Voilà. Alors, il y a même des cas où les particules qui sont incidentes s'annihilent complètement pour se transformer en énergie. C'est le cas lorsque l'une est l'antiparticule de l'autre. Et par exemple, ça c'est un cliché qu'on a fait avec la machine d'avant. Vous avez des électrons qui arrivent comme ça, l'antiparticule de l'électron qui s'appelle un positron qui arrive dans l'autre sens, collision, E égale mc2. Vous engendrez toutes sortes de particules dont on voit les traces ici, ce qu'on appelle des jets, et en fait, toute l'énergie incidente s'est reconvertie en matière. Donc l'équation E égale mc2 a en fait abouti à une conversion intégrale de l'énergie en matière. Bon, dernière petite anecdote, la vraie formule d'Einstein, en fait, c'est pas celle que j'ai dite. Celle que j'ai dite, c'est pour les particules qui sont immobiles, au repos, dans le référentiel où vous êtes. La vraie formule, c'est celle qui est là-haut, E au carré égale m de C4 plus P de C2, où P c'est l'impulsion. Et vous voyez que si P, l'impulsion est nulle, vous retrouvez E égale mc2. Mais pour une particule qui a une impulsion non nulle, c'est-à-dire une vitesse, ou une masse, enfin les deux, quoi, c'est un peu plus compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que cette formule permet l'existence de particules de masse nulle. Ce qui est impossible chez Newton, parce que chez Newton, l'inertie c'est la masse. Si la masse est nulle, ça veut dire que l'inertie est nulle, et donc la particule pourrait immédiatement aller à la vitesse limite. Et avec Einstein, ça change. Les particules de masse nulle peuvent exister, mais si elles existent, elles ne peuvent pas connaître le repos. C'est impossible de les arrêter. C'est le cas des photons, c'est le cas des neutrinos quasiment, qui ont une masse très faible, puisque dans ce cas-là, la masse étant nulle, l'énergie est égale à P fois C, et leur vitesse de propagation, c'est la vitesse de la lumière. Ce qui veut dire un truc intéressant pour un photon, par exemple. Vous pouvez changer son énergie, mais vous pouvez changer sa vitesse. Et donc on peut changer l'énergie d'un corps sans changer sa vitesse. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et donc, et là, il y a eu ça sera le thème d'un cours que je donnerai, je ne sais plus, la fois prochaine ou celle d'après, je n'ai pas le planning en tête. Mais ça, c'est assez marrant, parce que la théorie d'Einstein permet l'existence de particules de masse nulle, et en réalité, on a eu un problème avec ça dans les années 60. C'est que les particules élémentaires ont des masses non nulles. Alors que les équations de la physique des particules impliquaient qu'elles aient une masse nulle à cause de problèmes de symétrie sur lesquels je n'ai pas le temps de beaucoup parler. Mais c'est juste pour vous dire que la solution de cette contradiction entre le fait que les équations impliquent des masses nulles pour les particules et le fait que les mesures donnent des résultats non nuls, une sorte de contradiction entre la théorie et les mesures, a été résolue par des théoriciens qui ont proposé l'hypothèse du boson de Higgs. Ça vous dit quelque chose ? Qui a été découvert 48 ans plus tard, en 2012. D'accord ? Donc le boson de Higgs, c'est la réponse à une sorte de problème dont l'énoncé a été rendu possible par la formulation par Einstein de sa théorie de la relativité. D'accord ? Donc si vous avez des questions dont le contenu viserait à discréditer Einstein ou à interroger son génie, j'y répondrai aussi peu que celles qui concernent ma vie privée. Voilà. Merci beaucoup. Question d'auditeur. Et la synchronisation des horloges, docteur ? Ce qu'a montré Einstein, c'est que le programme du baron est impossible. Vous pouvez toujours synchroniser des horloges,
à un moment donné, mais il suffit qu'elles se déplacent l'une par rapport à l'autre pour qu'elles ne le soient plus. Donc c'est ça, Einstein a pris au sérieux ce problème en examinant les brevets proposés par les ingénieurs qui voulaient le résoudre, mais lui a montré qu'il n'y avait pas de solution. Donc elles ne sont toujours pas synchronisées, nos horloges? Et on peut toujours les synchroniser. Et elles le sont pour les trains, les gares, etc. Ouais. Parce que les trains, ça va pas vite. Mais le jour où les trains iront à 150 000 km par seconde, il y aura de l'ambiance dans les gares, je peux vous dire. On a un petit peu de marge. Comme le disait Pierre Dac, au train où vont les choses où vont les trains vont bientôt cesser d'être des gares.